deuxième journée de conférence sur le SADIS au sein de la salle de conférence Théma 2. Une journée bien chargée puisque c'est la nocturne et avec, je vous rappelle, dans les points d'orgue importants de la journée, à 14 h, la présence de Jean-Pierre Jeunet pour une masterclass au sein de l'Agora pour parler création, technologie. On est ravis de l'accueillir. Conférence qui se veut à la fois pratique, pragmatique. On est en petit comité, l'idée que ça soit interactif, c'est important. Quel matériel pour construire ma station de création numérique? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de questions qui se posent entre les ordinateurs portables, même les tablettes. On a abordé hier des sujets autour du cloud où on voit qu'une partie de la virtualisation des éléments et des contenus, on peut le faire à distance, mais ça veut peut-être dire des stations un peu musclées. Aujourd'hui, comment se compose cette station? On parle de 4K, 5K, voire au-delà. Donc voilà, on va essayer de faire un tour assez exhaustif. Ce que je propose un peu comme timing, c'est 25 minutes à peu près, 25 minutes avec nos orateurs. Ensuite, vous posez la parole. Si vous avez des questions, préparez vos questions. Et puis, si vous n'en avez pas, j'en poserai à votre place. Donc, nos deux intervenants, à ma droite directement, donc j'ai Erwan Lecloirac de la société Yak Yak Yak. Yak 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 qui est un site web, ça va au-delà du blog, parce qu'il y a beaucoup d'informations pratiques, des vidéos, des tutoriaux, principalement dans l'univers Mac, je ne me trompe pas, c'est... Principalement, post-production sur Mac. Voilà. Voilà, c'est un site vraiment que je conseille. Et à ses côtés, Franck Serfati de HP, qui ne représente pas HP, constructeur émérite, qui d'ailleurs je trouve en ce moment de grosse volonté et velléité de revenir sur le marché de la workstation avec toute une série de nouveaux produits qui sont apparus il y a 2-3 mois, vraiment régénérer la gamme, et c'est pour ça que j'ai souhaité que vous soyez présents. Donc on va faire un peu interactif, on a une présentation, mais Erwan pourra aussi intervenir durant cette présentation sur des sujets un peu techniques, et puis ensuite on vous passe la parole. Franck. Bonjour à tous, donc Franck Serfati. Pour moi, merci beaucoup de donner l'opportunité d'échanger avec vous. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de partager l'expérience qu'on a au travers de différents environnements et de mettre à profit cette expérience pour votre propre environnement, puisque encore une fois, chacun va travailler, va avoir un besoin différent et va avoir besoin d'outils adaptés à son environnement par rapport à des problèmes techniques, par rapport à des problèmes économiques, par rapport à des délais et ainsi de suite. Donc ce que je vais tâcher de faire dans un premier temps, c'est rappeler en préambule un point de base, c'est la distinction entre un PC et une station de travail. Alors désolé si je heurte certains qui sont déjà au courant de cette différence, mais elle me paraît extrêmement importante à repréciser. Chez HP, on a des PC professionnels, des PC portables, des PC de bureau et des moniteurs bureautiques. En face de cette gamme de produits, on a également des stations de travail de bureau, des stations de travail mobile et des moniteurs pour l'environnement qui est station de travail. Alors pourquoi on fait cette dichotomie? Pourquoi on fait cette séparation par rapport à ces différents produits? C'est que ça répond à des besoins complètement différents. Donc quels sont les besoins de ces environnements? Ce sont bien sûr dans un premier temps des environnements professionnels, puisqu'on va retrouver effectivement dans le cas du SADIS notamment, tout ce qui va concerner, ça passe. Ça passe pas. Non, il est F5. Donc, c'est pas grave. En attendant, le point important par rapport à la création numérique, c'est qu'on va avoir différents éléments. Parce que lorsque vous allez avoir besoin de produire, soit faire du montage vidéo, soit faire de la pré-production, du rendering, de la post-production, effectivement, vous avez besoin de performance, vous avez besoin de qualité, vous avez besoin d'un certain nombre d'éléments qui vont être extrêmement importants. Donc où est-ce qu'on intervient? On va essayer... Ah ben voilà.
Donc on intervient à différents endroits, vous le voyez bien sûr dans tout ce qui est animation 3D, puisqu'aujourd'hui on est au Satis, on parle de pré- et post-production, que ce soit à la fois dans le monde audiovisuel mais également dans le domaine graphique. On va parler bien sûr de film et dans le domaine du vidéo, on va parler dans le domaine de la production audio, de la photographie, de l'art graphique et bien sûr des développements de vidéos. Chacun de ces domaines-là va nécessiter de la performance. De la performance, on va le voir, de traitement, soit de la performance graphique, soit de la performance. Et puis surtout, vous avez une évolution en termes de données qui explose. On parlait de 4K notamment. C'est extrêmement important d'avoir ces éléments à l'esprit. Alors, quels sont les partenaires avec lesquels on travaille? Vous avez la plupart de ces partenaires qui sont présents aujourd'hui, notamment au Satis. On va se polariser, bien sûr, des constructeurs au niveau partenaires technologiques, bon, bien sûr que sont Nvidia, Intel et Windows, mais surtout, si on regarde la ligne suivante, c'est autour d'Autodesk, d'Adobe et de Avid. Donc aujourd'hui, l'ensemble de ces constructeurs vont travailler, on travaille avec eux, on travaille ensemble, et on va développer ensemble les nouvelles fonctionnalités dont vous allez avoir besoin. Donc ça veut dire que tous ces éditeurs vont développer leurs nouvelles solutions sur des plateformes HP. Donc la partie station de travail, c'est vraiment quelque chose de complètement différent de la partie bureautique, notamment parce qu'on va avoir besoin de plus de performance processeur, plus de performance en termes de graphique et plus de performance en termes de disque. Donc ça c'est le premier point. Les acteurs, et quand on parle dans votre environnement, si je vous parle d'Avid, si je vous parle de Premiere Pro, si je vous parle de Media Composer, ce sont des noms qui vous parlent et qui font appel à vos besoins. Le deuxième point qui fait la différence sur la partie station de travail, c'est la certification. Votre poste de production, c'est un poste sur lequel vous devez travailler, produire. Et si vous commencez à avoir un poste qui commence à avoir des sabliers, des fichiers, un écran bleu, ou d'avoir besoin de rebooter systématiquement votre poste de travail, c'est qu'effectivement, vous rencontrez un problème. Ce problème peut être de plusieurs natures, et ce goulot d'étranglement que vous allez rencontrer parce que vous avez votre sablier ou votre écran bleu, et ben ça va générer un problème. Et là, ce temps où vous allez avoir besoin d'attendre le sablier, d'avoir un écran bleu ou de rebooter, et ben c'est un temps où vous perdez en production, et du coup vous courez après le temps parce qu'effectivement on a des engagements qui sont de plus en plus importants à réaliser en termes de délai, en termes de prix automatiquement, et de ce fait il faut s'assurer que vous avez le poste adapté à votre environnement. Donc là on va certifier, ça veut dire qu'on va faire un certain nombre de batteries, de tests, de manière à s'assurer que tous les petits écueils de fonctionnalités qui ne marchent pas ou de problèmes de stabilité soient complètement occultés de manière à ce que vous ayez un poste fiable, robuste au quotidien. Enfin, pour finir, sur cette partie-là, effectivement, ce sont des machines qui s'inscrivent parfaitement dans votre environnement de production par rapport aux événements de certification et qui va effectivement répondre à vos besoins. On parle de 4K, on parle de pré-production, on parle de post-production. Vous verrez sur le Satis, quand vous promènerez au niveau du Satis, un certain nombre de partenaires HP qui sont présents, qui utilisent du matériel HP, des stations de travail HP, justement parce que ça fait partie de l'asset dont ils ont besoin. Alors, quel poste de travail? Voilà aujourd'hui l'ensemble des applications, notamment qu'on a par rapport à Adobe. Donc je vous laisse découvrir. Donc on va certifier les applications. Pareil pour Autodesk, que ce soit avec Maya, 3ds Max, que ce soit avec Premiere Pro, Dreamweaver chez Adobe ou côté Avid. Donc encore une fois, pourquoi? Parce que ce sont des machines qui doivent être capables de tenir la performance dont vous avez besoin. Parce que vous n'ouvrez pas qu'une seule application. Quand on parle d'application, on ne va pas parler PowerPoint, on ne va pas parler Excel, on ne va pas parler ERP, on va parler d'applications métiers. Et pour ces applications métiers, on demande absolument un certain nombre de conditions. Les conditions, ce sont effectivement des stations de travail et pas des PC. Alors on fait un amalgame dans le mot PC, station de travail pour certains, mais encore une fois, c'est important, comme on dit, avant vous ne saviez pas, maintenant vous savez la différence entre un PC et une station de travail et ce que vous devez retenir par rapport à ça. Alors, Erwan parlait tout à l'heure de la partie Mac. Sachez que l'ensemble des applications disponibles également sur Mac sont également disponibles sur station de travail, sans
sans avoir besoin de racheter une licence, puisque les translations des licences de droit de Mac vers HP ou inversement fonctionnent. Et effectivement, vous pouvez aussi avoir un environnement complètement hétérogène. Hétérogène, avoir des environnements de pré-production éventuellement dans un environnement Mac, et là je parle sous le contrôle de Erwan, mais également de la post-production avec des environnements HP. Ce sont des environnements qui sont complètement compatibles, notamment grâce aux applications. Alors lorsqu'on parle de station de travail maintenant, chez HP, on parle de station de travail, on parle d'une offre, d'accord, qui va répondre à différents besoins. Vous l'avez d'abord sur votre gauche, on va avoir des stations de travail de bureau. Encore une fois, vous avez Progis qui est derrière vous, qui utilise ce type de produit. Vous avez PostLogic, vous avez CTM, vous avez Avid. Donc vous allez avoir des stations fixes. Vous allez ensuite avoir des stations mobiles, donc qui répondent aux mêmes attributs qu'une station de travail de bureau. Certification, performance, robustesse, fiabilité, en répondant à d'autres critères qui sont la puissance dans un environnement relativement réduit, la consommation, la dissipation calorifique et aussi un point important qui est le poids. Donc encore une fois, en fonction de l'environnement dans lequel vous évoluez, il est important de bien trouver le bon poste adapté à votre environnement. Les gens qui sont extrêmement mobiles, effectivement, une station de travail mobile sera plus adaptée. Maintenant, qu'est-ce que je produis, à quel moment, pendant combien de temps? Et là, il faut trouver, bien réfléchir par rapport à ça. Et ensuite, vous allez trouver deux autres produits qui sont tout en un, la station de travail all-in-one et bien sûr des écrans. Et je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure sur la partie écran. Donc quand on parle de station de travail, on parle vraiment d'une offre complète qui va répondre à des besoins complets. Alors, quelles sont les innovations qu'on utilise dans cet environnement-là? C'est la technologie Dreamcolor. Dreamcolor, c'est quoi? C'est une technologie qui a été développée à la demande de DreamWorks, studio d'animation, pour lequel on nous a demandé, lorsqu'on est passé de la technologie CRT dans les écrans aux écrans informatiques TNT. Le problème de DreamWorks, c'est qu'ils n'avaient plus la qualité du rendu, des couleurs qu'ils avaient sur les anciennes générations de technologie CRT. Donc, on a développé des moniteurs qui vont pouvoir recréer, recomposer avec beaucoup de précision les couleurs les plus difficiles que sont le noir et le blanc. Donc on a deux écrans notamment qu'on a introduits au mois d'avril de cette année, que sont le Z24X et le Z27X. Qu'est-ce que ça apporte? Vous le voyez, je vous laisse découvrir, mais ce sont des écrans qu'on va pouvoir calibrer, qui sont auto-calibrés en usine au départ, et sur lesquels vous avez une fonction supplémentaire pour calibrer votre propre environnement. Je ne sais pas si vous êtes sensible à cette problématique de colorimétrie, mais en fonction des environnements, notamment lorsqu'on fait de la finition, que ce soit dans le domaine industriel, dans le domaine de la 3D, dans le domaine du cinéma, la précision des couleurs, c'est extrêmement important. Et là, vous le voyez, lorsqu'on a des gamutes élevées, notamment du sRGB à plus de 100%, ça veut dire que vous avez un spectre de couleurs qui est extrêmement important, et on récupère quasiment 1 milliard de nuances de couleurs. Ça veut dire que vous allez pouvoir recomposer avec beaucoup de précision l'ensemble de ces éléments-là. Vous le voyez également tout à fait en bas, notamment sur le Z27i, vous avez la possibilité de supporter le 4K, notamment, c'est très récent le 4K, mais j'ai entendu déjà qu'on parlait déjà de 5K et encore au-delà, de 8K. Donc voilà, donc on essaye nous aussi dans notre évolution, dans notre développement technologique, de suivre également vos besoins, vos attentes, pour répondre au mieux à vos préoccupations quotidiennes. Alors, autre sujet, effectivement, c'est une technologie donc, qui est effectivement bien connue de certains dans l'environnement Mac, mais qui est également disponible sur l'ensemble des stations de travail HP, à la fois desktop également de bureau. Donc c'est le Thunderbolt 2. Donc ça vous permet effectivement de connecter en série énormément de périphériques, et notamment d'avoir des temps d'accès extrêmement importants. Alors je vais donner un peu la parole à Erwan pour justement qu'il donne quelques mots sur la partie Thunderbolt 2 pour vous donner quels sont les bénéfices et les avantages de cette technologie dans un environnement complètement hétérogène, HP ou autre. Oui, je vais faire assez simple. Le Thunderbolt est arrivé il y a quelques années maintenant, la version 2 est arrivée l'année dernière avec l'apparition du Mac Pro. Il faut savoir, la différence entre les deux, c'est pratiquement le même câble, sauf que le Thunderbolt 1, en fait, il y avait deux voies, on va dire. Il y avait une voie pour les données,
et une voie pour l'affichage. Et en fait, avec le Thunderbolt 2, ils ont changé en fait le câble. Donc on a 10 gigabits sur chaque voie. Et en fait, ils ont enlevé, on roule tous maintenant dans le même sens. Et maintenant, c'est données et affichage qui sont à 20 gigabits en fait automatiquement. Donc vous utilisez les mêmes câbles que Thunderbolt 1. Et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite maintenant, donc 2 fois plus vite pour pour l'affichage, mais aussi donc, pour le transfert de données. Et ça permet aussi de chaîner en fait vos périphériques. Donc on peut aller jusqu'à 6 périphériques. Par exemple, vous avez un seul port Thunderbolt, mais vous pouvez brancher une tour de disque. Dessus, vous branchez par exemple un boîtier vidéo. Et après, vous allez pouvoir par exemple brancher un écran DisplayPort Dreamcolor ou un autre. Et du coup, tout ça avec un seul câble, avec une seule prise sur votre ordinateur. Donc, par exemple, sur les stations portables, c'est extrêmement pratique d'avoir cette connectique. Après, je ne sais pas sur les stations combien vous avez de ports Thunderbolt. D'accord. Donc plusieurs sur les workstations. Et sur Mac, par exemple, sur le Mac Pro, on a 6 ports Thunderbolt. Donc du coup, on peut aller jusqu'à 36 périphériques Thunderbolt dessus. Donc ça peut être assez important, et c'est surtout le gain de vitesse de transfert, parce que quand on parle de 4K maintenant, on multiplie par 4, voire plus les données, donc les transferts de données. Donc quand vous avez besoin de faire des archives, de transférer des projets, ainsi de suite, ça demande beaucoup plus de temps. Donc le Thunderbolt 2 permet de combler justement le grossissement en fait, des données liées à vos projets 4K ou Full HD par exemple. Il n'y a pas, j'avais juste une question pour Erwan tout de suite. Il n'y a pas de goulet d'étranglement dans les machines. On voit que effectivement le câble permet ces débits, mais ensuite, c'est déjà arrivé dans le passé d'avoir quelque chose qui va très vite, puis à l'intérieur ça ralentit tout de suite. Alors, vous pouvez trouver différents disques sur le marché. Par exemple, vous trouvez des petits disques portables Thunderbolt avec un seul disque mécanique. Donc c'est clair que vous êtes limité par l'écriture en fait, du disque mécanique. C'est pour ça que maintenant, les constructeurs comme la Seagate, Western Digital et autres vont vous proposer en fait, des petits disques. Et souvent, en fait, à l'intérieur, vous avez du SSD, donc c'est de l'électronique. Et maintenant, ils en mettent 2 en RAID 0 pour avoir la vitesse établie par le Thunderbolt. Donc ça va permettre en fait d'éviter ce lag au niveau du transfert des données. Donc le SSD en fait accompagne justement le Thunderbolt et va permettre comme ça en RAID 0 ou en RAID 5 sur des plus grosses tours de passer ce goulet, cette étape. Donc on n'est pas encore arrivé à la saturation, on va plus vite encore que le Thunderbolt 2. La seule chose au niveau de la limitation sur l'affichage, ça va être le 4K. Donc si on veut afficher une image au-delà du 4K, pour l'instant, le Thunderbolt 2 n'est pas encore suffisant. Donc si vous attendez un écran, par exemple, chez Apple, ils ont sorti l'iMac Retina 5K. Ça, c'est pas encore possible sur le Mac Pro parce qu'ils ont attaqué directement la carte mère. Donc vous n'aurez pas d'écran 5K tout de suite avec le Mac Pro. Il faudra attendre le Thunderbolt 3. Merci, du coup ça me fait faire une transition naturelle avec mon dernier slide avant d'entamer ma conclusion. Ce qui est important, c'est que vous manipulez des volumes de données qui sont de plus en plus importants. On parle de 4K, on parle de HD, on parle de 5K, de 8K et autres. Aujourd'hui, le fait que vous manipuliez de plus en plus de données va nécessiter des accès disques de plus en plus importants, de plus en plus rapides. Pour parler des innovations d'HP, on a un produit qu'on appelle le HP Z Turbo Drive. Qu'est-ce que c'est? Vous avez sur cette planche tout en bas ce qu'on appelle des disques durs classiques, donc les HDD, sur lesquels vous avez effectivement des performances de lecture ou d'écriture que vous découvrez qui sont inférieures à 500 mégas par seconde. Vous avez les SATA SSD qui sont en performance plafonnées autour des 500, 520, 550. Et en fait, pour répondre à la fois aux besoins de la création numérique, aux besoins des volumes de données, et là c'est quelles que soient les industries qui nécessitent, on a développé un disque SSD qu'on appelle un PCI Express qui va attaquer directement le bus de nos stations de travail. Alors qu'est-ce que apportent ces disques SSD PCI Express? Ils vont apporter une vitesse de lecture proche des 1 giga. D'accord? Donc le premier point, c'est qu'on va avoir quasiment une vitesse de lecture qui va être multipliée par 2 par l'ensemble des disques SSD que nous-mêmes HP on propose pour une certaine population, pour un certain usage. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, et là je rejoins entièrement Erwan,
pour aller vite, il y a un certain nombre de goulots d'étranglement sur lesquels il faut être vigilant. Ça peut être la carte graphique, ça peut être la mémoire, mais ça peut être les disques durs. Et quand on parle des disques durs, notamment les disques SSD, le fait de les mettre en RAID 1 par exemple, vous allez multiplier le nombre de silos de disques et du coup vous allez à la fois augmenter la vitesse de lecture et la vitesse d'écriture. Donc là ce sont des choix extrêmement importants et là encore une fois avec Erwan, on est là pour partager avec vous l'expérience qu'on rencontre au quotidien. Le fait de multiplier le nombre de disques en RAID 0, RAID 0 pardon, c'est pour la sécurité, en RAID 1, ça va vous permettre effectivement d'aller extrêmement rapidement. Donc notamment pour la post-production, où là vous avez gros volume en fait, du rendu et ainsi de suite, c'est extrêmement important d'avoir ce type d'information. Donc vous le voyez ici, on est sur des technologies qui vont continuer à évoluer avec des vitesses de lecture extrêmement rapides et qui vont vous permettre effectivement, comme vous le voyez, notamment pour le boot et pour les disques applicatifs, de mettre ce type de technologie dès le départ, parce qu'au lieu d'attendre en fonction de la taille de vos applications et des applications, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Donc pour finir, ce que je voudrais juste, avant de repasser la parole, vous rappeler les éléments extrêmement importants. Lorsqu'on est en pré-production, soyez vigilants sur deux choses. La première, votre carte graphique. Alors bien sûr, d'abord, il vous fait une station de travail. Ça, c'est un préambule, c'est un prérequis. Mais ensuite, regardez bien votre carte graphique, qu'elle soit bien dimensionnée, parce que là, la carte graphique va faire un travail énorme. Et deuxième point, toujours sur la partie pré-production, la capacité de mémoire de votre machine, parce que vous allez vous apercevoir que vous avez énormément de goulots d'étranglement, généralement sur la mémoire, si vous ne l'avez pas dimensionné suffisamment correctement. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne la post-production, là, ce qui va être important, ça va être le processeur, les processeurs, les multicœurs, donc c'est tout l'aspect performance de traitement de calcul. Là, ça va être les éléments importants sur lesquels il faut être vigilant. Et deuxièmement, toujours la mémoire. Et le troisième point, ça va être vos disques d'accès, vos disques de lecture en SSD, au moins sur le primaire pour l'application et pour l'OS. Les datas sur un deuxième disque qui pourrait être du SAS 10 000 ou 15 000 tours. Et surtout, pensez, en fonction de vos volumes bien entendu, toute proportion gardée par rapport à vos environnements, du disque SSD avec du RAID 1 si vous avez des gros volumes de traitement, sachant que sur des Z820 par exemple ou sur des Z420, c'est des choses que vous pouvez faire directement à l'intérieur de vos machines. Voilà. Donc j'ai essayé d'être le plus concis possible, je vous remercie, je vais repasser la parole. Erwan va garder un peu le micro aussi. Merci pour cette première présentation. Si on fait un peu un résumé de tout ça, de manière un peu agnostique, Erwan, qu'est-ce qui compte dans une station aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut regarder un peu en premier dans les caractéristiques lorsqu'on veut faire... alors prenons par exemple de la post-production un peu haut de gamme, ça a été bien dit par HP, côté Mac, est-ce qu'il y a des points de différence je vais reprendre ce qu'a dit Franck. La première chose, on parle d'image ici, parce qu'on est un peu le salon audiovisuel, donc ça va être la carte graphique. Parce que toutes les solutions en fait maintenant aujourd'hui, que ce soit chez Adobe, Avid, Autodesk, Apple, Blackmagic, vont en fait utiliser votre carte graphique pour calculer les effets, les images. À tel point que maintenant, dans les Mac Pro par exemple, on a 2 cartes graphiques par défaut. Donc ça permet de multiplier par 2 la puissance et surtout d'avoir une réactivité beaucoup plus grande. Donc ce qu'on appelle en fait la carte graphique, si vous voyez le mot GPU, donc c'est la carte graphique, la puissance graphique de votre machine, et c'est aujourd'hui le point central en fait de toute application vidéo. C'est-à-dire que la carte graphique permet d'avoir des petits processeurs qui vont appliquer en temps réel des filtres. Donc par exemple du flou, ça peut être du grossissement, mise à l'échelle, et bon, après ça va un petit peu plus loin dans la colorimétrie par exemple. Et donc honnêtement c'est le point essentiel, à la rigueur baisser un petit peu en nombre de processeurs, parce que les processeurs, même maintenant au niveau des rendus, vont être beaucoup moins affectés. Par exemple en Resolve, tous les rendus maintenant sont faits en GPU. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite quand on fait des exports si vous venez sur le village des Kakiak vers midi et demi, vous verrez, je vais faire une démonstration d'export 4K vers HD pour envoyer des éléments à un monteur, et on va être sur l'export à 80 images par seconde, donc 2 fois le temps réel dessus, mais ça c'est grâce à la carte graphique. Le CPU lui va agir
dans un autre milieu. Par exemple, l'encodage et le décodage. Par exemple, vous allez publier, par exemple, avec des solutions comme Softron, qui vont prendre des différents flux, ils peuvent aller jusqu'à 7 flux vidéo HD d'un coup, et on doit les capturer pour pouvoir les monter en temps réel. Ça va être une puissance processeur. Donc si vous avez un peu comme ça de la diffusion ou de l'encodage à faire, il faudra peut-être plus s'orienter sur le CPU. Mais tout traitement d'image va nécessiter une grosse carte graphique. Voilà, ça va être le point essentiel. Et puis l'autre point essentiel, bien sûr, c'est la mémoire. Si vous travaillez de façon professionnelle ici, c'est un minimum maintenant de 16 Go pour n'importe quelle application, pour pouvoir gérer l'OS plus vos applications. Donc un minimum de 16 Go et 32, vous commencez à être à l'aise. Donc c'est des chiffres un peu qui paraissent par rapport à il y a 2-3 ans énormes, mais maintenant c'est un petit peu la norme dessus. Donc voilà. Si on revient sur le stockage, donc on a parlé de la connectique, de disques SSD. Dans ces cas, on est plutôt sur des utilisations, je dirais, personnelles, lorsqu'on doit travailler à plusieurs, si on veut du SAN, du NAS, là aussi, quelles sont un petit peu les recommandations? Alors après, le stockage, il y a différentes choses. Franck a parlé tout à l'heure de l'application et de l'OS. Donc là, on va essayer d'avoir un SSD pour être très rapide au démarrage des applications, l'accès à toutes les ressources. Ensuite, vous avez vos médias. Donc vos médias, il y a deux choses. Soit vous allez prendre une tour, donc dans les slides tout à l'heure, on voyait une petite tour à 5 disques Promise. Donc vous allez mettre 5 disques par exemple et vous allez faire un RAID 5. RAID 5 c'est quoi? C'est vous allez, on va dire, mutualiser le stockage, mais en plus il y a un disque qui va servir de parité, c'est-à-dire que s'il y a un disque qui crache, vous allez pouvoir l'enlever et les données qui sont sur ce disque se retrouvent sur tous les autres disques. Donc vous allez pouvoir remettre un autre disque à l'intérieur et ça va se reconstruire et vous allez récupérer la vitesse. Donc vous avez la vitesse de 5 disques, pas de 4. Mais la totalité du stockage. Donc ça permet d'avoir une bonne sauvegarde. Bon après si vous avez 2-3 disques qui crachent en même temps, là c'est un peu mort. Mais ça permet d'avoir votre projet sécurisé. Après si vous cherchez de la puissance, de la rapidité, parce que vous gérez des fichiers 4K par exemple, RAW, ainsi de suite, là vous allez passer en RAID 0. Sauf qu'en RAID 0, c'est-à-dire que vous allez atteindre le maximum de vitesse avec 5 disques. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire, c'est comme un livre et un crayon. C'est-à-dire que si vous avez un seul crayon, vous allez écrire à une certaine vitesse. Par contre, si vous avez 5 mains, tout d'un coup, vous allez écrire les informations avec 5 crayons. Donc ça va être beaucoup plus rapide. Donc c'est exactement la même chose. Par contre, le RAID 0 n'est pas sécurisé. Donc ça peut être très pratique quand vous faites par exemple de l'étalonnage. On va avoir on va jouer sur la rapidité parce qu'on a besoin d'accéder aux images en haute résolution et justement modifier la couleur. Et on a toujours le réalisateur derrière, donc lui il veut voir en temps réel ce qui se passe. Donc on va jouer là-dessus. Bien sûr, on aura un backup de tous vos projets à côté. Donc ça, lorsque vous travaillez sur les médias. Donc, moi je conseille plus le RAID 5. Après, si vous avez vraiment besoin de performance, le RAID 0 avec les images. Et puis une fois que vous avez fini votre projet, il va falloir archiver. Donc là, ça ne sert à rien d'archiver sur du SSD parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un accès rapide. Donc vous pouvez prendre juste des disques, utiliser des docks Thunderbolt par exemple, vous mettez un disque et archivez dessus. Après, vous mettez votre disque sur l'étagère. Et c'est à coût moindre en fait que d'avoir une grosse tour dans laquelle vous allez prendre un maximum de place en fait au bout d'un certain moment. Autre chose, c'est au niveau des disques aussi, des tours de disques. Les performances vont chuter à partir d'un certain degré d'occupation en fait des disques. Donc si vous êtes au-delà de 80% de stockage, vous allez voir que les performances vont chuter. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais c'est tout simplement parce qu'il y a besoin de place aussi dessus. Donc ne jamais surcharger un disque, c'est un peu l'essentiel. Je ne sais pas si j'ai été clair. En fait, SSD, ça coûte cher, mais c'est rapide. Sinon, vous pouvez prendre des disques mécaniques, mais là, il faut des tours. Et puis, on peut faire aussi des RAID de SSD. Donc là, ça va de façon ultra rapide. Donc, comme sur les stations HP, par exemple, où je vois sur le Mac Pro, on avait testé en fait, le disque, c'est une petite barrette SSD. Et on lit et on écrit à 1 giga par seconde. Donc, c'est des performances hallucinantes. Et ce qui permet... On s'était posé la question justement avec Olivier lorsqu'on a fait le test de travailler directement sur le disque système, ce qu'il ne faut pas faire normalement. On dit tout à tout le monde qu'il ne faut pas faire ça. Mais maintenant on arrive à avoir des disques externes de cette vitesse-là, donc avec des cartes spécifiques comme chez Sonnet par exemple, pour lesquelles on peut mettre 2 disques SSD dedans, on branche en Thunderbolt et on a la même vitesse en fait que sur les disques internes. Donc ça peut être aussi une solution. Donc des cartes en Thunderbolt dans des boîtiers sur lesquels on met 2 SSD pour avoir de la vitesse et ce qu'on appelle de la latence.
Et en termes de câbles, de connectique, Thunderbolt 2, on peut avoir des grandes longueurs de câbles? Il y a soit on est en cuivre, donc ça va être assez court, ou sinon on peut passer en optique, et là on peut avoir quelques dizaines de mètres. Donc après, sur vraiment de la grosse distance, je crois que maintenant il y a des solutions optiques justement avec des petits boîtiers qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc il faut mettre un petit peu des boîtiers à chaque bout du câble. C'est vrai que la conférence est orientée workstation, mais est-ce que les workstations ont quand même toujours une grosse longueur d'avance par rapport à des portables qui seraient très très gonflés et performants? Je pose la question aux deux. Il est clair que après, je pense que physiquement, un portable va être dans un environnement extrêmement réduit, avec des possibles cartes graphiques qui vont être aussi limitées à la puissance électrique physique de la machine. Néanmoins, on arrive quand même à faire un certain nombre de choses avec de nouvelles technologies, notamment sur les e-books, donc les stations de travail mobiles, les e-books 15 et 17, puisqu'on va pouvoir avoir des cartes graphiques, donc des GPU, que sont des cartes Nvidia, notamment des K4000, sur ce type de machine. Donc, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que tous les composants que vous mettez à l'intérieur d'une machine portable ou une machine de bureau, ça nécessite une alimentation électrique puissante pour supporter tout ça. Donc il faut trouver des compromis. Donc on arrive effectivement à faire du montage 4K, on arrive à faire du montage vidéo sur des stations de travail mobile jusqu'à un certain niveau. Alors après on va me dire où se trouve la limite. La limite c'est plutôt dans l'usage, dans les modèles que vous travaillez. Il est clair que lorsqu'on va sur des stations de travail de bureau qui elles vont aller, pour un exemple, une Z820 qui va pouvoir avoir quasiment 2K6000, qui va pouvoir avoir des cartes graphiques de calcul, qui va pouvoir avoir jusqu'à 1 giga de mémoire vive, effectivement on va pouvoir produire des montages, on va pouvoir produire des dossiers beaucoup plus importants, beaucoup plus volumineux. Donc après il faut trouver le bon équilibre entre la portabilité, la transportabilité pardon, et d'avoir un poste fixe. Et là je laisse le juge à chacun, mais en tout cas il y a les restrictions purement physiques, parce que sinon c'est plus une station de travail mobile, ça devient une station de travail portable. Et donc du coup c'est plus du tout la même chose. Mais aujourd'hui les évolutions technologiques vous permettent d'aller très très loin, même avec des stations de travail portables. Juste pour ajouter, par rapport à une station portable, vous savez, par rapport à un Mac Pro par exemple, on a une sortie HDMI dessus. Ce qui est intéressant avec les dernières versions de macOS 10, c'est qu'on va pouvoir utiliser, on va pouvoir mettre un profil de couleur sur cette sortie HDMI. Donc par exemple, vous êtes un reporter, vous êtes dans votre chambre d'hôtel, vous avez besoin de monter votre reportage, vous allez pouvoir prendre un câble HDMI tout simple, le mettre sur votre station et utiliser la télévision en fait de la chambre d'hôtel. Appliquer une lutte directement sur votre station et ça peut vous faire une petite station portable HD par exemple, et ça convient parfaitement parce que du coup vous avez le monitoring HD fourni par l'hôtel. Ça peut être assez sympathique. Et le minibar aussi. Et si on descend encore un peu plus, on a parlé de portable, est-ce qu'on pourrait imaginer que des tablettes aussi deviennent des challengers sur certaines applications? Adobe dernièrement a présenté pas mal de solutions sur tablette, avec une vraie volonté par exemple, alors là je quitte le giron Apple, mais avec les Surface Pro 3. Ils ont fait lors de la conférence Max des présentations assez ahurissantes sur les possibilités sur tablette de création, que ce soit au niveau vidéo ou au niveau par exemple dessin, tout ça avec un stylet ou uniquement au tactile. Donc je pense que ça va aller de plus en plus. Après quand on voit par exemple derrière sur le stand Progis des présentations avec des logiciels assez complexes et des petits boutons partout, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il y a une première matière qui va arriver, une première étape sur portable qui va être largement, qui est déjà présent et qui va arriver en 2015 encore plus fort. On va trouver pas mal de solutions. Adobe donc, et Apple aussi avec leur solution de montage dessus. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses. Donc, côté HP, pour revenir sur le point sur la tablette, aujourd'hui, en tant que constructeur de tablettes, mais dans l'environnement station de travail, notamment qui est le vôtre, pour les utilisateurs de station de travail HP, vous avez déjà un logiciel qui s'appelle HP RGS, qui veut dire Remote Graphic Software, donc des ports graphiques 3D, même pour de la vidéo.
Et en fait, ça vous permet notamment avec la version 7 de pouvoir, à partir d'une tablette, c'est complètement agnostique par rapport aux applications, pouvoir travailler depuis une tablette qui serait à l'autre bout, par exemple, du bâtiment ou à l'autre bout de Paris, et effectivement lancer les applications, travailler comme si vous étiez connecté directement sur votre station de travail, qu'elle soit celle-ci portable ou qu'elle soit effectivement fixe. Donc ce logiciel est un complément qui vient effectivement pour les gens qui ont besoin qui ne peuvent pas transporter leur station de travail ou leur montage très très lourd, de pouvoir aller en clientèle et le faire visualiser à un client à partir d'une simple tablette, qu'elle soit HP de préférence, mais autre également, même Apple. J'ai parlé de Surface Pro. Ça rejoint un peu justement la question suivante. Sur différentes conférences qu'il y a pu y avoir sur le SATIS, on parle du cloud, de tout ce qui est remote production. Est-ce que dans ces cas-là, il faut des machines plus puissantes en local ou pas? En fait, c'est l'inverse justement. L'intérêt du cloud, c'est de pouvoir déporter la puissance de calcul sur des serveurs. Donc là, on va parler d'Adobe par exemple, avec Adobe Everywhere, où on va déployer un serveur. Anywhere, parce que c'est Avid Everywhere. Ils sont un peu le marketing. Donc Adobe Anywhere va vous permettre en fait d'avoir un gros serveur. Donc par exemple, vous êtes une société, vous installez dans la cave vos serveurs avec une bonne clim, et puis à l'étage, vous allez avoir tous vos monteurs qui vont avoir une station HP ou autre très légère. En fait, toute la force de calcul va être faite sur le serveur. Et ce qui est intéressant ici, c'est que donc chez Adobe, il y a déjà une station comme ça qui est faite en Belgique. Ça peut être une société qui a plusieurs pôles au sein d'une même société, et on peut tout mettre en fait à un endroit, et les autres sociétés accèdent à tous les médias et à tous les projets à distance. Et on va pouvoir faire le montage, appliquer les effets et autres. Et en fait, on reçoit le rendu. Il y a la même technologie un peu en jeu vidéo maintenant avec le streaming de jeux vidéo. Donc là, c'est un peu la même technologie, sauf qu'il y a des données un peu il y a les métadonnées qui sont envoyées, c'est un petit peu plus complexe, mais globalement, c'est la même technologie. Maintenant, ça marche avec des connectiques très rapides. Donc on va mettre de la fibre optique entre les différents sites. Pour l'instant, avec votre ADSL, vous n'allez pas obligatoirement arriver à ce niveau-là. Mais les démonstrations qui ont été faites par Adobe, c'est le but ultime, dans quelques années, c'est sur votre tablette dans un avion, s'il y a un Wi-Fi, c'est de pouvoir monter les rushs qu'il y a dans votre société. Donc ça, c'est le but ultime du cloud. Le but, c'est d'avoir un avion privé. Avant de voir s'il y a quelques questions, on a parlé 4K. Est-ce que vous sentez ce genre de demande? Toi, sur le forum ou sur la post-prod ou HP, est-ce qu'il y a des demandes de plus en plus importantes sur des stations capables de travailler, de post-produire du 4K? Alors 4K, tout le monde en parle. Maintenant, qui c'est qui diffuse en 4K? Quel est le support en 4K? Il n'y en a pas. Par contre, il y a un intérêt certain à tourner en 4K, pour deux raisons. Première chose, c'est que quand vous tournez en 4K, donc vous avez 4 fois l'image HD, avec le même plan, pour une interview par exemple, vous pouvez avoir du coup zoomé dans l'image. Si le but ultime c'est de produire par exemple sur YouTube en HD ou sur la télévision en HD, vous pouvez utiliser une seule caméra, et avec une valeur de plan, vous pouvez en avoir deux, c'est-à-dire vous pouvez zoomer dans l'image et vous perdez aucune définition. L'autre intérêt, c'est que lorsque vous faites un documentaire aujourd'hui, c'est de le tourner en 4K, et ensuite de post-produire, par exemple, vous faites la post-production en 4K, mais vous allez le sortir en HD parce que France Télévisions va vous le prendre en HD. Et comme vous êtes malin, vous l'avez produit en 4K, donc dans 2 ans vous allez revoir France Télévisions, le même produit, vous dites je l'ai en 4K, et donc vous pouvez revendre en fait votre projet une deuxième fois en 4K à la même chaîne. Ça s'est fait précédemment en HD, donc tous ceux qui tournaient en HD leur documentaire, au moment où il n'y avait que de la SD, après ils ont pu redonner en fait et revendre à différentes chaînes leurs projets en HD. Donc l'intérêt pour l'instant en diffusion, il n'y a pas grand chose, mais il faut penser un petit peu futur, et puis au niveau du workflow, tourner en 4K, ça offre pas mal d'avantages aussi. Maintenant, c'est plus lourd au niveau de la post-production, donc c'est un investissement certain. Autant la HD sur un portable, ça marche parfaitement maintenant. 4K sur un portable, c'est un peu plus compliqué. Donc faire une station, des disques beaucoup plus importants. On imagine un surcoût de combien, à peu près, en termes
Stockage, machine. Il n'y a plus personne à droite. Hein. Non, mais c'est toujours là, une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que c'est comme pour un véhicule, quand on dit combien coûte une voiture et combien coûte si je prends le modèle au-dessus. Il est clair qu'on a deux partenaires notamment qui sont présents ici, que sont Progis, juste derrière vous, et PostLogic, ces deux partenaires entre autres qui font l'intégration dans ce domaine-là, diffusent et présentent déjà des solutions en 4K, donc je vous invite tout à l'heure après à aller les voir. Après, c'est extrêmement dépendant des configurations, des machines, mais ça peut être un rapport au minimum 2 ou 3 par rapport à de la HD sur la partie poste de travail. Hein. Donc après, ça va dépendre des volumes de données, des cartes graphiques, des processeurs. Donc malheureusement, je ne réponds pas correctement à la question parce que j'ai bien noté. Il n'y a pas de réponse claire et précise. Ça dépend énormément de votre environnement, de votre besoin, des évolutions que vous avez. Et puis il y a différents types de 4K aussi, il y a différents formats, codecs, donc en fonction de la lourdeur, ça va être... 4K ne veut pas dire non compressé, il y a du RAW, chaque fabricant, chaque constructeur de caméra a son codec. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? N'hésitez pas, hein. On va pas... Non, pas de... Oui, attends, j'arrive avec le micro. Oui, bonjour, c'était pour une question par rapport justement au nouvel iMac Retina 5K qui vient de sortir. C'était juste pour avoir votre avis par rapport à ça, par rapport à la carte graphique, c'est plus du Nvidia, je crois, à l'intérieur. Donc est-ce que ça ne sera pas limité à un moment donné par rapport à l'écran qui est génial en 5K, mais à la carte graphique à l'intérieur et tout ce qui est à l'intérieur? Je sais pas, votre avis par rapport à ça? Alors j'en ai pas un grand. On en a un sur le stand de Yakakak, donc vous pouvez venir le voir. J'ai même pas pu le jouer avec parce que c'était un peu chargé hier. La seule chose que je sais que j'ai eu comme retour, c'est que la carte de base, donc le premier prix, elle est un peu juste pour afficher une 4K et gérer. Donc il ne faut pas hésiter à prendre l'option supplémentaire. Donc, de toute façon, à chaque fois, prenez l'option supplémentaire pour les cartes graphiques. Mais pour l'instant, c'est la seule solution pour avoir un affichage 5K. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de l'écran 5K, le Thunderbolt 2 n'est pas assez, il n'y a pas assez de bande passante pour afficher un signal 4K, donc autant de pixels. Donc Apple, ils ont directement pris les ressources de la carte mère directement en interne. L'image, elle est sublime, vous pouvez venir voir. Maintenant, ce qui est intéressant avec cet écran-là, c'est que vous pouvez avoir une image 4K et une interface un petit peu autour, donc pixel pour pixel. Maintenant, une image 4K en dessous d'un écran de 65 pouces, ça n'a pas d'intérêt au-delà de la HD par rapport à de la HD aussi. Donc au niveau de la profondeur, ça va être parfait, mais voilà. Moi je pense que c'est peut-être encore un peu jeune pour l'instant, attendre que des cartes graphiques arrivent les prochaines générations qui vont pouvoir traiter ce genre de signaux. Voilà. C'est un peu mon avis, mais j'ai pas joué avec la machine, donc je peux pas trop vous dire, j'ai pas de retour plus que ça. Voilà. D'autres questions? Qu'est-ce qu'on peut penser de la pertinence du traitement en GPU pour une application audio? Parce que notre problème, c'est lors de la restitution du signal, c'est là qu'il y a des dégradations du signal en termes de latence, s'il y a des latences. Donc est-ce qu'aujourd'hui, déjà, les applications existent et roulent bien en GPU? Et qu'est-ce qu'on peut attendre? Parce qu'il y a quand même justement des latences peut-être de transfert entre CPU et GPU. Donc voilà, quel est votre avis là-dessus? Alors quand on a reçu le Mac Pro, j'ai fait venir un musicien justement, parce que le Mac Pro était vraiment orienté de cartes graphiques et je voulais savoir quel était le sens en fait d'avoir un Mac Pro pour un musicien par exemple. Et il y a eu deux intérêts pour lui sur le Mac Pro lui-même. Après je passerai la main sur ça sur HP. C'est que les logiciels de son utilisent de plus en plus une interface qui est optimisée pour le GPU. Donc souvent par exemple pour faire un mix, on a besoin de la vidéo, donc il y a un traitement du signal aussi. Et c'est surtout, lui son retour, c'est sur l'affichage des waveforms, qui était beaucoup plus rapide.
Donc sur des gros projets, l'affichage était pratiquement instantané par rapport à ça. Au-delà, après, je crois que c'est uniquement CPU, le traitement. Je ne suis pas un expert de l'audio, donc il n'y a pas un gain pour l'instant. Peut-être que maintenant que les stations de travail qui utilisent de GPU, les développeurs vont peut-être regarder ce qui est possible dessus, mais je ne connais pas au niveau du développement les avantages d'utiliser le GPU sur l'audio en lui-même. Donc la partie GPU, ce qui est important avant tout investissement, c'est déjà de vous poser la question: est-ce que mon application va tirer profit du multiprocesseur et du multicœur? C'est la première question de base que vous devez vous poser. Si la réponse est non, il ne sert à rien d'acheter une station de travail, même un Mac, avec plusieurs processeurs et plusieurs cœurs. Ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux privilégier dans ce cas de figure le processeur le plus puissant avec la vitesse d'horloge la plus élevée possible. Ça, c'est le premier point, dans le cas où l'application que vous utilisez ne tire pas profit encore du multicœur, du multiprocesseur. Maintenant, si la réponse à cette question, oui, l'application tire profit du multicœur et du multiprocesseur, donc là, effectivement, en fonction de la taille de vos projets, vous avez la possibilité, je dis bien vous avez la possibilité, vous êtes le seul juge pour le définir, d'avoir des machines mono ou biprocesseurs, ça c'est la première chose, mais notamment dans les stations de travail que sont les Z440 et Z840, vous avez la possibilité de rajouter ce qu'on appelle des cartes GPU, des K20 ou des K40, qui elles vont augmenter le nombre de cœurs, puisqu'on va aller jusqu'à quasiment 256 cœurs supplémentaires avec 4 Go de mémoire vive. Donc ces cartes vont rajouter aux CPU initiaux de la puissance de traitement, la puissance de calcul. D'accord? Donc là, encore une fois, pour aller dans la première solution ou dans la deuxième solution que je viens de vous présenter, il est extrêmement important de vérifier que votre logiciel a été développé pour tirer profit du multicœur et du multiprocesseur. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, soyez vigilants, privilégiez une machine avec un cœur, avec un processeur et une vitesse d'horloge extrêmement élevée. Je pense que vous aurez plus de performance que si vous prenez une station de travail avec deux cœurs, avec deux processeurs, et ainsi de suite. Donc, soyez vigilants là-dessus. Il y a beaucoup d'applications dans le rendu, dans le calcul, puisqu'on a parlé beaucoup dans le domaine, que ce soit avec Avid, que ce soit avec Premiere Pro, que ce soit avec Autodesk, 3ds Max, Maya et ainsi de suite. Tous ces logiciels, lorsque vous faites du rendu, du calcul ou de la simulation, vont tirer profit du multicœur et du multiprocesseur, donc bien sûr du GPU. D'accord ? Au-delà de ces applications bien spécifiques, posez la question à votre éditeur si c'est un nouvel éditeur entrant, de manière à pouvoir réaliser correctement vos travaux et surtout pérenniser votre investissement, parce que d'acheter une machine à deux processeurs, c'est pas le même investissement qu'acheter une machine avec un processeur. Donc soyez vigilants. Encore une fois, on est là pour faire du partage d'expérience, pour vous donner les bonnes questions à vous poser, pour faire les bons choix lorsque vous serez confronté à faire votre investissement applicatif, mais également matériel. Qu'est-ce qui est le plus consommateur en termes de justement GPU? C'est le compositing, c'est l'étalonnage? Les deux. Les deux sont au même niveau, parce que quand on fait du compositing, si je fais une incrustation, je vais enlever par exemple le fond vert. Donc le fond vert, c'est quoi? C'est une correction colorimétrique aussi, c'est-à-dire que j'enlève un canal vert, donc c'est exactement la même chose. Et quand je fais une sélection dans un outil d'étalonnage, je fais une incrustation en fait. Je prends et je travaille uniquement sur une sélection. Donc c'est exactement la même chose. Après, on peut rajouter de la 3D. Donc là, ça va demander encore plus de puissance, parce qu'il y a les calculs de la lumière, les ombres portées, juste comme ça. Donc là, ça va alourdir. Mais compositing pur, 2D et étalonnage, pour moi, c'est la même valeur. C'est dès qu'on va rajouter de la 3D avec des réflexions, donc là, qui vont tirer parti justement des processeurs, des cartes graphiques, et qui va être mise en avant. Donc après, la question aussi, c'est dans quel environnement je travaille. Est-ce que justement, quand on met plusieurs cartes et que j'ai la machine à côté aussi, il faut voir au niveau du bruit, du son, de la chaleur que ça émet. Donc il y a tout ça à calculer, à tenir en compte. Est-ce qu'on a encore une question dans le public? Non. Je propose qu'on s'arrête là, puisque vous avez des questions un peu plus privées, mais néanmoins professionnelles. Nos deux orateurs sont à votre disposition. On peut les applaudir. Merci à eux. Et bonne continuation. Bon salon, bonne journée à vous tous.